Et bonjour Dominique Roch. Bonjour. Et quel est votre parfum à vous? Est-ce qu'il est unique? Est-ce que vous vous êtes fait faire un parfum rien que pour vous? Alors ça m'est arrivé, mais j'ai une tendresse particulière pour un autre vétiver qui s'appelle Grey Vétiver, qui a été créé par mon ami Harry Frémont, qui est un grand parfumeur. Et comme nous avons vadrouillé ensemble à Haïti sur les terres du vétiver, j'ai gardé un attachement particulier à cette création. Voilà, donc il raconte un voyage, en tout cas votre parfum déjà. C'est l'idée que je me fais de ce métier de sourceur, c'est que on part chercher des marchandises et on revient avec des histoires. Donc, au fond, tout ça consiste à tisser des liens, à tirer des fils entre les gratteurs de racines de vétiver dans des pays comme Haïti et puis les parfumeurs les plus célèbres, les créations les plus haut de gamme pour les marques les plus célèbres à New York ou à Paris. Et c'est cette distance et la façon qu'on peut avoir de la raccourcir et de tisser des vrais liens qui me continuent à me fasciner après toutes ces années. Alors le sourceur, c'est un peu le chasseur-cueilleur du XXIe siècle. Il part à la source, comme son nom l'indique, et ça semble être un drôle de métier. Vous le dites clairement, vous êtes le premier maillon de la chaîne du parfum, en tout cas à ce premier maillon. À la fois quoi? Acheteur et entremetteur, passeur? Exactement. C'est avant tout un métier d'acheteur. Il faut sécuriser la palette des parfumeurs. Il faut être certain qu'ils auront toujours en qualité, en volume, en origine, les essences de rose, de bergamote, le benjoin dont ils ont besoin. Ça, c'est la première responsabilité. Mais sur toutes ces matières qui ont tellement d'histoire, qui remontent à il y a si longtemps, on découvre, avant même l'acte d'achat, qu'il y a un monde absolument extraordinaire qui est à l'origine et qui forme ces matières premières. Et donc, le rôle du sourceur, c'est de décrypter ça, et c'est d'en restituer la noblesse et quelquefois jusqu'à ce que j'appelle de la magie. Et ce sont des biens précieux, hein, ces essences, des pierres précieuses presque à leur manière. Derrière chaque essence, il y a une histoire, il y a un territoire et encore et toujours un savoir-faire. Vous l'écrivez, Dominique Roch, dans cet ouvrage qui paraît chez Grasset et qui raconte 30 ans de voyage et de découverte. Il a fallu... Et il faut encore à la parfumerie des bûcherons de bois aromatiques, cèdre, oud ou santal, des cueilleurs de plantes sauvages, baies de genièvre, rameaux de cyste ou de fèves tonka, des gémeurs de sève et de résine, encens, benjoin ou baume pérou, des cultivateurs de fleurs, de feuilles et de racines, roses et jasmin, vétiver et patchouli, des presseurs d'agrumes, bergamote et citron, des transporteurs et des marchands, héritiers des caravanes d'Arabie et des marins reliant l'Inde à la Méditerranée, des distillateurs, enfin, maîtres de l'eau de rose, alchimistes des essences à partir du XVIIe siècle, extracteurs et chimistes au temps moderne. Il y a 2 ans, vous avez fait une découverte qui vous a marqué, Dominique Roch, l'arbre à encens au Somaliland. Tout vous portez là. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour y aller? Tout simplement parce que c'est l'une des destinations les plus difficiles. C'est l'un des pays où il est le plus compliqué de se rendre. La Somalie a... D'abord, en général, les gens ne font pas la distinction entre Somalie et Somaliland. Le Somaliland, c'est la partie nord de la Somalie, l'ex-Somalie britannique, qui est accessible, même si c'est difficile, alors que la Somalie de Mogadiscio il est pratiquement interdit de s'y rendre pour les Occidentaux. Donc je savais que ce serait compliqué et il fallait absolument avoir un partenaire sur place qui permette de s'y rendre. Et lorsque j'ai eu ce partenaire, j'ai pu faire 2 fois un voyage absolument extraordinaire à ce qui constitue pour moi l'origine absolue du parfum. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, et plus on cherche, plus on trouve, le parfum remonte à au moins 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 5000 ans maintenant, 50 siècles. Et les Égyptiens, très très tôt, sont absolument fous de la résine d'encens. Ils pensent que c'est une odeur absolument divine. Ils en veulent pour leurs cérémonies, pour leurs temples. Et toutes les civilisations après eux vont exactement avoir ce même appétit pour l'encens, y compris les Romains qui en étaient absolument fous. Donc, on a cette résine du bout du monde qui a une valeur incroyable et qui va drainer
tout un commerce avec les caravanes, avec les bateaux, les navigateurs dont je parlais, qui nous laisse une trace aujourd'hui fabuleuse. Et aujourd'hui encore, en 2021 ou 2019, quand vous avez fait ce voyage, vous n'allez pas dans une petite échoppe ou dans un laboratoire à la rencontre de cet encens. Vous vous rendez sur le terrain, c'est-à-dire que vous devez monter sacrément une colline en plein milieu presque d'un désert de sable. Et il y a des arbres qui poussent là, sur cette terre si sèche, et vous allez devoir décoller un morceau d'écorce, vous allez devoir faire une entaille pour accéder à ce qui va être cette gomme résine, hein, qui va permettre de faire de l'encens, en fait. Oui, alors ça, c'est toute la magie des arbres, ce que j'appelle les arbres à parfum, ces arbres qui donnent leur sève, qu'on appelle résine, baume, selon les arbres. Et il y a tout un procédé propre à chaque arbre pour qui donne le produit qu'on peut utiliser. Donc l'arbre à encens, quand on gratte son écorce très délicatement, il y a des petites larmes de lait qui commencent à perler, et ces larmes à l'air vont progressivement se solidifier, et quelques semaines plus tard, le gémeur va les gratter aussi avec un couteau, et elles prennent la forme de ce qui va plus tard être soit brûlé, soit distillé pour faire de l'essence d'encens dont les parfumeurs raffolent. J'aimerais qu'on en revienne à vous, Dominique Roch, et à vos premiers souvenirs de parfum. On va écouter les mots de l'écrivain Pierre Bergogneau, c'était en 1992, qui se rappelle l'odeur, le parfum sucré d'une petite remise face à la maison de son enfance. En face de cette maison, il y avait une remise. Et cette remise avait abrité, j'imagine depuis des siècles qu'elle avait été bâtie, toutes les choses nourricières. C'était une contrée nourricière. Et des choses qui étaient sucrées, qui étaient immédiatement bonnes. La contrée livrait des fruits, livrait des fleurs, livrait des choses qu'on pouvait manger immédiatement. Et tout cela, à force d'années, à force de siècles peut-être, avait fini par imprégner la poussière, la terre, la pierre même. Et on respirait cette odeur-là dès qu'on poussait la porte. Et il me semble que chaque fois que j'ai respiré cette odeur-là, mais elle me remplissait jusqu'à ras-bord, comme un vase, d'une espèce de bonheur profus, qu'il n'y avait pas lieu de discuter. Et il m'a semblé souvent par la suite, puisque je ne suis plus revenu dans cette maison à partir de ma 7e année, que si j'avais la possibilité ou le bonheur de respirer cela, je serais heureux, quoi qu'il advienne. Même très peu de temps, respirer une seule fois. Et je suis revenu là j'avais 35 ans. Et j'ai demandé à ce cousin qui a cette ancienne maison rose pour résidence secondaire de pousser la porte de la remise pour permettre que je respire. J'étais sûr, il me semble que je suis venu à 35 ans, alors qu'on est censé être raisonnable, avec l'idée déraisonnable que si j'avais le bonheur de respirer cette odeur-là, mais toute l'âcreté dont on se charge à force de vivre, les regrets, les remords, la peine d'être, tout ça j'en serais lavé, délivré. C'est fou tout ce qu'un parfum, une odeur, un souvenir d'une odeur, hein, peut véhiculer et réveiller aussi. Hein. Je crois qu'on a tous, quelque part, ça en nous, sous des formes très diverses. Moi, je raconte, pour moi, c'est le muguet, qui était le muguet que je sentais dans la forêt était connecté au parfum que portait ma mère. Et j'ai aussi très fortement des souvenirs de lavande. Et plus que des champs de lavande, des sachets de lavande que les Provençaux mettaient dans toutes leurs armoires à linge et qui imprégnaient les maisons. Et là, on se rapproche de l'univers là, qui vient d'être décrit. Et je pense que ce sont des choses qu'on n'oublie jamais, qui restent absolument imprégnées en nous et qui, quand on a le bonheur de faire des métiers qui touchent à l'odeur et au parfum, peuvent se réveiller et nous procurer des sensations à l'occasion d'une découverte, effectivement, des décennies après. C'est des Madeleines de Proust, en fait. Hein. Ça marche avec les 5 sens, peut-être cette capacité du voyage qu'on peut retrouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne n'a les mêmes. Hein. Chacun a aussi le parfum ou les parfums de son enfance, à part peut-être cette lavande que vous évoquiez et qui raconte aussi à elle toute seule une géographie qui nous est ici familière, celle de Grasse, de Manosque, cette Provence, hein, la Provence de Giono, hein, où vous vous êtes aussi baladé. Oui, alors c'est un très très beau sujet. Je suis évidemment très sensible à tout ce que Giono a pu écrire et dire sur ces terres de Haute-Provence extrêmement pauvres, qui sont un univers de cailloux. Et entre ces cailloux surgit la lavande, une plante extraordinaire à l'odeur absolument envoûtante. Et cette lavande sauvage, récoltée depuis très très longtemps,
elle est à l'origine de la fortune de grâce. Et ça, c'est une histoire merveilleuse. C'est-à-dire que ce sont ces producteurs de lavande, d'abord tout petits, tout artisanaux, puis qui se sont développés, qui ont mis à la disposition de la parfumerie qui devenait de plus en plus populaire et avec des besoins de plus en plus importants, qui ont mis la lavande à disposition. Et derrière la lavande est venue la rose, est venu le jasmin, et la fortune de grâce s'est faite sur ces traces-là. C'est intéressant parce qu'on parle de la lavande, mais il y a aussi le jasmin. Et le jasmin, vous racontez l'avoir découvert, alors non pas à Grasse, mais en Égypte et en Inde. C'est le même jasmin qui pousse partout, qui est né là-bas ou qui est venu ici. C'est le même jasmin qui a voyagé ou chaque pays, chaque terre a son jasmin. Alors, la même plante, dans des pays différents, va donner des odeurs différentes. Alors, l'histoire du jasmin est assez formidable. Ce sont les Arabes qui l'amènent progressivement d'Inde. Il s'établit autour de la Méditerranée et là encore, grâce à un rôle très important, s'entiche de cette odeur qui est une odeur absolument magnifique, développe des cultures de jasmin et commence à faire de l'enfleurage pour capter ce parfum. Et puis les besoins sont tels qu'avec le développement des voyages et même de l'empire colonial français, on va établir des cultures de jasmin en Algérie et puis plus tard au Maroc et en Égypte. Et donc l'Égypte devient une terre de jasmin à parfum. C'est la même plante, mais elle a plus de soleil, plus de chaleur, donc elle sent différemment. Et d'Égypte, elle va encore migrer en Inde, où elle existait déjà, probablement une de ses origines, et où là encore, le jasmin indien va sentir quelque chose de différent. Qui vous a commandé du jasmin? Pour qui avez-vous ramené du jasmin? C'est un grand classique de la parfumerie. Il n'y a pas de parfumerie sans jasmin. J'ai eu la chance de faire tous ces voyages avec un maître parfumeur, Jacques Cavalier, qui était fou de cette odeur, qui en avait dans son jardin à Cabris, au-dessus de Grasse, et qui m'a absolument demandé de l'accompagner et de lui faire découvrir le jasmin en Égypte. Et donc ça, c'est aussi une expérience magnifique quand on peut parler avec un parfumeur, non pas autour de mouillettes et de flacons, mais directement dans les champs et dans les fleurs pour recueillir leurs ressentis et la façon dont ils incorporent cette odeur prise sur la fleur. On fête cette année le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, ce poète pour qui et pour lequel les parfums ont une importance capitale. On va écouter Michel Piccoli lire le poème « Parfum exotique » de Charles Baudelaire. Parfum exotique. Quand les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone, une île paresseuse, où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des verts tamariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers. C'est un art du voyage, les parfums exotiques de Charles Baudelaire avec quelques notes du prélude numéro 4 de Claude Debussy. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Avec nous, Dominique Roch, à l'occasion de la parution de Cueilleur d'essence, aux sources des parfums du monde, c'est chez Grasset. Il est sourceur, comme il le dit, il va partout où son nez l'appelle pour chercher de nouvelles essences à ramener aux parfumeurs. Qu'est-ce qui différencie, Dominique Roch, une molécule chimique aromatique de ces essences naturelles ? Alors, beaucoup de choses. La façon la plus simple de l'expliquer, c'est qu'une molécule chimique, c'est une molécule. Elle peut être formidable, il y en a beaucoup, elles ont un rôle considérable dans la parfumerie.
Mais si on parle d'une essence de rose, une essence de rose, c'est composé de plus de 150 molécules. Autrement dit, ce sont des assemblages que la nature a réalisés et qu'on ne sait pas copier ou qu'on ne sait que copier que très approximativement pour des raisons soit techniques, soit de coût. Donc, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est de dire que la richesse des produits naturels, c'est la complexité de cette architecture d'assemblage de molécules. Est-ce que ce serait profitable pour certaines essences et certains végétaux dont sont issues ces essences, qu'elles soient plus facilement reproductibles? Est-ce que certaines sont suffisamment rares pour être aujourd'hui victimes de formes de braconnage ou de cueillette illégale, qu'il faille les protéger urgemment? Alors, il y a vraiment tous les cas de figure. Je ne pense pas que le parfum soit particulièrement quelque chose sur lequel il y ait énormément de contrebande, mais on a des exemples de ça. Dès qu'un produit a de la valeur et qu'on est dans des pays en voie de développement, il y a énormément d'enjeux autour de ça. On a des crises de vanille qui provoquent des phénomènes de contrebande absolument considérables. Le benjoin, qui est un produit magnifique au nord du Laos, fait l'objet de contrebande par les Chinois et les Vietnamiens, dont la frontière est toute proche. Et puis, on va trouver des tas d'exemples. Je pense que ce qui menace plus les produits naturels, c'est l'adultération, c'est la coupe. C'est-à-dire que c'est tellement tentant, à partir d'un kilo de rose qui peut valoir 7 000 € le kilo, de le couper. Et on voit immédiatement les bénéfices qu'on peut y réaliser. C'est aussi pour ça qu'avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez aujourd'hui, vous avez quand même tenté de définir une charte en la matière des conditions d'un approvisionnement durable et responsable. Parce que c'est assez fou de se dire, même si la rose n'est pas une fleur rare par exemple, de se dire que pour faire 1 kilo d'essence de rose, il faut 1 million de fleurs de rose cueillies à la main, donc 3 tonnes. C'est ce que vous racontez à travers l'exemple de la rose bulgare, hein. Mais oui, alors je trouve que c'est l'exemple qui illustre le mieux la majesté absolue de cette histoire, c'est-à-dire comment un infini végétal devient quelques gouttes d'un élixir. Là, il y a pour moi quelque chose qui est proprement vertigineux, qui fascine et qui explique le pouvoir de restitution, l'intensité, la force de cette odeur au moment où elle a pris cette forme de concentré. La rose est un exemple magnifique, mais c'est vrai pour tous. Alors vous racontez aussi comment à un moment cette production a été freinée, stoppée, et comment il a fallu la relancer après la chute de l'URSS, hein, cette production de la rose. Comment vous avez participé à cette relance, comment les tziganes cueillaient les roses une à une, et puis après comment la précieuse essence était reversée dans un réservoir qui répond au joli nom de Florentin. Florentin, absolument. Il y a toutes ces essences que vous nous racontez et la question de savoir comment les trouver. Est-ce qu'elles sont éventuellement copiables, reconstituables? On l'évoquait, pas toutes, vous le disiez à propos du vétiver, pas non plus le cas, ça n'est pas non plus le cas pour le patchouli, qui est trop complexe, dites-vous, dans sa composition pour être dupliqué. Alors vous racontez comment cette plante, qui est un buisson discret au port arrondi, couvert de feuilles vertes, sombres, dufteuses, dont l'odeur ne se révèle que lorsqu'on les laisse légèrement fermenter, et qu'on les froisse. Un parfum puissant, fortement séducteur, il laisse une empreinte profonde dans les formules. De Singapour au sud de la Malaisie, ça a été un moment l'endroit qui est devenu la capitale presque du patchouli. C'était en 1920. Aujourd'hui, vous allez régulièrement à Sumatra, en Indonésie, pour aller chercher cette essence-là de patchouli. Oui, c'est une des grandes histoires de la parfumerie, parce que c'est une odeur absolument majestueuse qui a eu un engouement phénoménal lorsque les Anglais ont découvert l'usage que les Indiens faisaient des feuilles de patchouli dont ils imprégnaient leurs châles et leurs tissus. Et tout d'un coup, au XIXe siècle, les Anglais découvrent cette odeur et s'en entichent. Et on s'en entiche tellement que ça devient un phénomène de mode à Londres et à Paris, et un phénomène de mode un peu provocateur, c'est-à-dire qu'on attache à l'odeur du patchouli une odeur un peu canaille, un peu séductrice, et on disait à l'époque, oui, patchouli, odeur de cocotte.
Et donc, engouement de l'Europe, demande accrue, et ce patchouli va conquérir sa place dans les parfums. Et en note de fond, note boisée, note d'humus, note mystérieuse, note noire, le patchouli a aujourd'hui une place dans la parfumerie absolument unique et extraordinaire. Ce patchouli, il est au cœur d'un parfum de Thierry Mugler, Angèle, réalisé, défini, élaboré par Olivier Cresp. On va l'écouter nous parler de ce... Il est aussi maître parfumeur, hein, nous parler de ces parfums qui viennent à lui et comment il les élabore. Quand j'étais petit, j'avais 7-8 ans, il m'amenait, et il amenait aussi mon frère et ma sœur lors de ces voyages. On allait à Florence pour aller sentir de l'iris, on allait à Nabeul en Tunisie pour aller sentir de la fleur d'oranger, j'allais dans le delta du Nil, donc en Égypte aussi pour sentir du jasmin et de la tubéreuse, et c'était fabuleux. Le nez se travaille, la mémoire se travaille, alors c'est important d'avoir une bonne mémoire olfactive, mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir de bonnes idées, et puis aussi d'avoir une bonne technique pour faire diffuser son parfum. Mais il est vrai que lorsque mon père nous amenait le soir, il déposait sur le buffet familial dans le salon, il déposait les matières premières. Il y avait de l'œillet, de la violette, de l'iris, du jasmin, etc. C'était les plus belles matières premières du monde. Elles étaient purissimes, il est évident, c'était un peu comme un peintre qui utilisait des couleurs absolument parfaites. Eh bien, je sentais ces matières premières, je les emmagasinais dans mon cerveau, dans ma mémoire olfactive. Et puis un jour, voilà, et c'est là où c'est quand même compliqué, cette chimie créative, mais tout à coup, j'ai envie de faire jaillir ces idées sur papier et d'en faire de beaux accords. Voilà comment est née son envie, son goût du parfum, Olivier Cresp. Alors c'est intéressant parce qu'il vous dit qu'il a toujours vu Angèle en bleu et noir et que pour lui le patchouli est noir. Et ce que vous racontez très bien dans ce livre, Dominique Roch, c'est comment décrire une senteur. Et ça passe par les autres sens qu'on va mobiliser pour essayer de raconter. Hein. Ça passe par des associations d'odeurs qu'on connaît bien tous, celle du tabac, mais aussi par des notes presque musicales, le champ lexical visuel que vous mobilisez pour raconter aussi la teneur d'une essence et d'un parfum. Oui, alors j'aime beaucoup la façon dont Olivier décrit la création d'Angèle et comment il décrit l'utilisation du patchouli comme un coup de pinceau noir dans sa formule. Et quand j'ai découvert que, il y a très très longtemps, les Chinois broyaient des feuilles de patchouli pour incorporer à l'encre de Chine, là il y avait une rencontre qui m'a tout à fait fasciné autour du noir dans le patchouli. Alors, bien sûr qu'on fait appel à tous les sens, et je raconte une anecdote qui est encore très présente pour moi, et qui est la rencontre pour moi entre le parfum et la musique, où un jour en Bulgarie, en écoutant une fanfare tzigane, avec probablement dans cette fanfare des tziganes qui étaient eux-mêmes ramasseurs de roses, ils se préparaient pour un mariage, et devant leurs cuivres brillant au soleil, j'ai tout d'un coup eu la sensation que la musique était la distillation inversée de ce qui se passait à quelques kilomètres de là dans les usines de roses, c'est-à-dire que le souffle injecté en bas de l'instrument devenait musique, alors que les fleurs injectées en haut des alambics deviennent élixir, et j'y ai vu un parallèle qui m'a beaucoup touché. C'est Mathilde Salamagne qui est parfumeuse, hein, qui a signé des parfums pour Guerlain, Armani ou Nina Ricci aussi, qui va, elle, non pas solliciter la musique, comme vous à l'instant, Dominique Roch, mais sa propre gourmandise à propos du baume du Pérou, dont elle est complètement fan. Elle dit, pour moi, le baume du Pérou est gourmand comme une pâtisserie intime et chaud. Il faut faire preuve d'imagination quand même, hein, et jouer avec ces associations pour réussir à raconter à l'autre, à celui qui n'a pas senti comme vous toutes ces essences, à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est formidable, l'illustration de Marie et son commentaire. Il y a chez les parfumeurs, chez tous ces grands parfumeurs, un potentiel de création qui est en permanence prêt à exploser. Et moi, ce que j'ai vécu de plusieurs fois, c'est en exposant les parfumeurs, en les emmenant avec moi dans des voyages, les faire réagir à la sève d'un arbre. C'est ce qui s'est passé pour le baume avec Marie, ou Jacques devant le jasmin en Égypte. Et tout d'un coup,
là, immédiatement, ils ne peuvent pas se retenir et ça, les commentaires sortent, ils ont un vocabulaire extraordinaire, riche. On va partir vers le chaud ou vers le miel ou vers des choses boisées, fumées, quelquefois des commentaires étonnants, des notes métalliques, des notes de pluie. Et ça, c'est formidable de voir le monde de la nature qui nous est familier retransfiguré par ce vocabulaire des parfumeurs. C'est une expérience magnifique. C'est un très beau métier que vous faites, Dominique Roch. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, de nous avoir fait voyager un peu avec vous. Vous pouvez d'ailleurs poursuivre ce voyage sur l'antenne de France Culture à 19h ce soir dans Affaires culturelles avec Arnaud Laporte et son invité. Vous devez sûrement la connaître, elle s'appelle Mathilde Laurent. Elle est notamment le nez de Cartier. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.